Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, un niveau d'organisation, les éléments chimiques. Commençons par décrire la formation des éléments chimiques. Il y a environ 13,7 milliards d'années, l'univers qui renferme tout l'espace est infiniment dense et chaud. Brusquement, il se dilate rapidement et se propage dans toutes les directions. Cette expansion de l'univers s'accompagne d'un rapide refroidissement. La matière peut alors apparaître sous forme d'une soupe de particules, composée des particules les plus élémentaires connues, les électrons, les quarks et les photons. La température est alors de 1000 milliards de degrés Celsius. L'univers gonfle et la température diminue. Les particules s'arrêtent de s'agiter. Environ une microseconde après le Big Bang, la température est environ de 10 000 milliards de degrés. Les quarks peuvent alors s'associer par 3 pour former des nucléons, les protons et les neutrons. Et vous savez que ce sont les constituants du noyau. L'univers existe depuis quelques secondes, sa température a suffisamment baissé pour que les nucléons s'assemblent à leur tour au cours de réactions de fusion nucléaire pour former les premiers noyaux. Les noyaux d'hydrogène avec un seul proton, de deutérium, d'hélium et de lithium. C'est la nucléosynthèse primordiale. On peut commencer à remplir le tableau périodique de Mendeleïev. Après quelques minutes, l'univers est trop froid pour permettre la fusion des nucléons. L'histoire de la matière aurait pu s'arrêter là. Il faut attendre 380 000 ans. La température est tombée à 3000 degrés, les électrons s'agitent moins et se lient au noyau déjà formé en libérant ainsi les photons. Et là, la lumière est apparue. Qu'en est-il des atomes? Les premiers atomes d'hydrogène, d'hélium et de lithium apparaissent. La création des atomes fait alors une pause de près d'1 milliard d'années. Pendant cette période, d'immenses nuages de lumière se concentrent sous l'effet de la gravité pour donner naissance aux premières étoiles et aux premières galaxies. Le cœur de ces étoiles contient d'innombrables noyaux d'hydrogène. Il y fait très chaud, plus de 10 millions de degrés Celsius, tellement chaud que les noyaux fusionnent pour créer des noyaux d'hélium, de carbone, d'azote, d'oxygène, jusqu'aux noyaux de fer pour les plus grosses étoiles. C'est la nucléosynthèse stellaire. Lorsqu'elles arrivent en fin de vie, certaines étoiles explosent, ce qu'on appelle des supernovas. Elles libèrent alors dans l'univers tous les noyaux produits. Ces noyaux se chargent au passage de neutrons pour former d'autres noyaux. C'est la nucléosynthèse explosive. Il faudra attendre encore des dizaines de milliers d'années pour que les électrons se lient à tous les noyaux créés et forment ainsi les 94 éléments naturels du tableau périodique. Étudions maintenant la composition de l'univers, de la Terre et des êtres vivants. Dans l'univers, comme on l'a vu lors de sa constitution, il y a principalement de l'hydrogène, c'est la partie grise, et de l'hélium. Dans le monde du vivant, il y a principalement de l'oxygène, du carbone et de l'hydrogène, évidemment. Au niveau de la croûte terrestre, la répartition est un peu différente. 46% d'oxygène, 28% de silicium, évidemment de l'hydrogène. Ces chiffres ne sont pas à retenir. On travaillera sur des documents pour comparer éventuellement les compositions. Alors, on a vu dans la première partie de la formation des différents éléments qu'il y avait des réactions qui sont dites des réactions de fusion, il existe des réactions de fission, il existe aussi ce qu'on appelle la désintégration radioactive. Et bien tout ça, on va voir, c'est ce qu'on appelle la radioactivité. La radioactivité, ou plutôt désintégration radioactive, c'est quoi? C'est un phénomène naturel. Il est lié à l'instabilité de certains noyaux. Il y en a dans la mer, il y en a dans l'air. Nous sommes nous-mêmes radioactifs. Les roches sont radioactives, donc elle est partout. Alors, étudions de plus près la structure de la matière. Donc, prenons un bloc de matière. Ce bloc de matière est constitué d'une structure moléculaire. Les molécules sont constituées d'atomes. Dans un atome, des électrons gravitent autour d'un noyau composé de N neutrons et de Z protons. Le nombre Z
appelé aussi numéro atomique, définit l'élément chimique. Par exemple, si Z égale 1, vous avez de l'hydrogène. Z égale 2 caractérise l'hélium, Z égale 6, c'est du carbone. Les éléments chimiques sont ainsi classés en fonction de leur numéro atomique dans le tableau périodique des éléments, ou ce qu'on a aussi appelé la classification périodique. Vous avez vu l'an dernier que les isotopes, ce sont des atomes qui ont le même Z, mais pas le même nombre de protons. Donc certains peuvent être instables. Prenons l'exemple du carbone. Le carbone 14 a 8 neutrons, il est instable, et le carbone 12 a 6 neutrons et il est stable. Les isotopes instables sont dits radioactifs. La radioactivité, c'est une propriété de certains isotopes instables de se transmuter. Donc spontanément, un noyau instable, qu'on appelle un noyau pair, va se transformer en un noyau plus stable, qu'on appelle le noyau fils. Ce phénomène libère une grande quantité d'énergie sous forme d'un rayonnement. Ce rayonnement est appelé la radioactivité. Il existe 3 types de radioactivité. La radioactivité alpha, qui libère des noyaux d'hélium, bêta plus, bêta moins, et la radioactivité gamma, qui libère une particule de haute énergie. Alors tout cela peut se quantifier. La désintégration, elle est aléatoire, mais on sait qu'au bout d'une certaine période, qu'on appelle demi-vie, la moitié des noyaux seront désintégrés. Donc prenons l'exemple du carbone. Au bout de 5730 ans, la moitié des noyaux seront désintégrés. Et ainsi de suite. Au bout d'une deuxième demi-vie, on aura désintégré encore la moitié des noyaux. Si on rajoute une troisième demi-vie, la moitié, etc., jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de noyaux. Alors ça prend beaucoup de temps. Alors, quand rencontre-t-on les propriétés de la radioactivité? Dans la médecine, avec la scintigraphie, la radiographie, le scanner, le traitement des cancers, avec l'armement, avec malheureusement les bombes atomiques, dans la production d'énergie électrique avec les centrales nucléaires et dans la datation des objets, en particulier la datation carbone 14. Que faut-il retenir? Il y a environ 13,7 milliards d'années, le Big Bang a créé une soupe de particules qui a produit les premiers noyaux d'hydrogène, puis d'hélium et de lithium. C'est la nucléosynthèse primordiale. Grâce à l'interaction gravitationnelle, les premières étoiles se sont formées, sièges de réaction de fusion qui engendrent de nouveaux éléments, du carbone au fer, c'est ce qu'on appelle la nucléosynthèse stellaire. Et les étoiles les plus massives finissent par exploser et créant ensuite d'autres éléments chimiques, c'est la nucléosynthèse explosive. La composition de l'univers est liée à sa création, donc elle est composée principalement d'hydrogène et d'hélium. La Terre comprend des éléments plus massifs que le fer, donc on sait que c'est postérieur à une explosion de supernova. Les êtres vivants sont constitués de molécules organiques, donc composées essentiellement de carbone, d'oxygène, d'hydrogène et d'azote. Certains noyaux sont instables et se désintègrent aléatoirement en émettant des particules. Il faut une période, ou ce qu'on appelle aussi demi-vie, pour désintégrer la moitié des noyaux présents. Cette durée, c'est une durée propre à chaque noyau. Pour le carbone 14, cette demi-vie, elle vaut 5730 ans. Et les êtres vivants possèdent un taux de carbone 14 constant, mais à leur mort, le carbone 14 n'est plus renouvelé, il y a décroissance des noyaux, et c'est comme ça qu'on peut, à ce moment-là, calculer l'âge d'un échantillon en mesurant son taux de carbone 14. Merci de votre attention et n'oubliez pas d'aller réaliser le formulaire.